Je laisse la parole à Valérie Lemar qui va dire un mot d'introduction au nom de la coordination. Bonjour à tous, Valérie Lemar, donc usager-chercheur qui fait partie de la coordination Cap Droit. Merci à tous les groupes locaux d'être présents en groupe, un peu important au nombre de présents ici même. Et puis, eh ben, nous allons commencer par le groupe des herbes libres de Lyon. C'est quel groupe? Les herbes libres. Vous laisser la parole, dire qu'il y a un certain nombre de personnes ici qui sont présentes à distance, dont d'ailleurs des personnes aussi à l'étranger. Il y a Wayne Martin qui est au Royaume-Uni, peut-être une autre personne du Royaume-Uni nous rejoindra tout à l'heure. Donc, on peut parler doucement pour essayer de faciliter la traduction. On va essayer de traduire de manière un peu informelle. Voilà. Et merci. Bonjour tout le monde, good evening. Donc, on s'appelle les herbes libres et on a choisi ce nom par c'est le fruit de notre travail, de notre de, de toutes nos réunions. Ça fait des mois et des mois, j'imagine que vous aussi, qu'on discute sur ce sujet et tout le travail qu'on va vous présenter demain, c'est la mise en forme en condensé de tout ça, principalement écrit par un ami qui a un certain talent pour le. Alors, du coup, oui, effectivement, pour revenir un petit peu, donc, au nom de ce que dit Axel, on s'est rencontrés. Faut que je parle plus fort. Ouais, ok. Je vais faire quand même. Ok, ok, ok. Donc, moi, je suis Marie, donc c'est partie effectivement du groupe Les Herbes Libres. On s'est rencontrés durant toute cette année. Voilà, des personnes qui vivent en CHRS et en pension de famille, en région lyonnaise et Franche. Notre méthode, alors on a utilisé, donc, au cours de nos rencontres, on avait comme support des questionnaires, des récits de vie aussi. Et de ces différents supports, on avait quand même pas mal de matières. Et de tout ça, on l'a organisé effectivement dans un texte que je vous présentera demain. Donc, c'est effectivement Philippe qui a proposé de prendre la plume. Il a un vrai talent d'écriture, il fait partie aussi d'un groupe d'écriture par ailleurs. Et voilà, c'est vraiment pour retracer les points importants, les points saillants de toutes nos réflexions qu'on a menées là, durant toute cette année lors de nos rencontres. Voilà, qui nous questionnent, qui nous engagent. C'est vraiment des questions sociétales qui sont au cœur des préoccupations de chacun de nos vies. Il y a aussi des points de scolaire aussi, de désaccords, de choses qui sont un peu débat, souffrance. Enfin voilà, c'est ce sera un petit peu l'objet de ce que vous présentera demain. Voilà, on a une méthode assez libre et parfois, ça a été ouais, d'une parole très libre, très spontanée, très sensible. Enfin, voilà ce que je peux vous dire. Je sais pas si vous, je sais pas. Pas trahir ce qu'on va vous dire demain et de rester dans quelque chose de... Il manque deux personnes aujourd'hui, enfin, Philippe et Nathalie.
Je pense qu'on peut faire un tour de tous les groupes et puis ensuite de se poser des questions mutuellement, mais on peut aussi rebondir avec des questions dans l'immédiat. S'il y a une question qui surgit, voilà, l'idée c'est de pouvoir se rencontrer entre groupes, dire effectivement comment vous avez vécu ce travail sur quand même une durée assez longue en contexte de Covid, comment ce thème, la méthode de travail, comment vous l'avez trouvé euh, utilisable. Hein. Voilà. Et puis je pense que on peut faire, selon les groupes, il y a des manières de se présenter assez différentes et ça pose aucun problème. L'idée, c'est vraiment de se rencontrer et de raconter un peu une petite expérience. Alors maintenant, le groupe. Je vais vous proposer, pour ceux qui parlent, en fait, c'est peut-être plus, en contexte de Covid, c'est plus prudent de parler avec le micro, avec le masque. Après, voilà, je souhaite donc avec le micro, on peut passer si ça vous convient. Donc là maintenant, le groupe Saint-Denis des Champs, l'autisme féminin. C'est vous. Hein. Ouais. Donc, merci à vous d'être là. Je vous passe le masque et je vous invite à vous présenter et à nous faire un petit récapitulatif de votre travail en tant que facilitateur-chercheur dans cette nouvelle phase du projet 2021. Oui, bonjour. Donc, moi, alors, je vais me lever parce que je fais une bonne force avec le masque sans sortir. Je m'appelle Isabelle Miranda, je fais partie du groupe Captura de Dijon, le type féminin. Et je pense que là, il y aura un premier tour de présentation de présenter. Et puis, sur la prochaine à la date, la prochaine bonjour à tous, je suis Kayla. Je suis désolée, je parle très très peu fort et je fais de mon mieux, mais je suis étudiante en tout cas en sciences humaines à l'université de Dijon et c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Bonjour à tous, mon nom est Karen Boutin, je suis donc une personne autiste. Je suis membre de l'association Personnes autistes pour une autodétermination responsable et innovante et je suis par ailleurs étudiante à l'EHESS. Je tiens à préciser que je suis fortement engagée aussi en tant que membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées et ainsi que d'autres choses pour l'association Handy Voice. Rancet, professeur de philosophie du handicap à l'Université de Bourgogne à Dijon et donc membre du groupe Cap Droit de Dijon. Merci à vous. Maintenant, nous allons présenter le groupe Maison Relais Bravard, Dijon.
Mais on est présenté un peu plus en détail. Alors là, vous avez de présent aussi le groupe des facilitateurs-capteurs. Les membres du groupe ne nous ont pas accompagnés, mais on porte leur parole. Le groupe était composé d'étudiants ou d'anciennes étudiantes de l'Université de Bourgogne, ainsi que d'autres personnes, diagnostiquées ou non, mais qui étaient intéressées par la recherche. Donc, je connais un petit peu quand même leur nom, pour qu'elles soient présentes au moins par ma voix. Donc, Mélanie Buteau, Déborah Chauvin, Anastasia Stramio, Virginie Kessler et Annabelle Testori. Toutes sont en études ou en emploi, malgré des difficultés au quotidien et au travail très importantes qu'il ne s'agit pas de sous-estimer, même si l'autisme féminin est le plus souvent invisible ou invisibilisé. Je vais vous faire, ça c'est la présentation du cours, je vais vous faire une petite présentation également de la méthode de notre méthode de travail, que Pierre va compléter. Nous avons décidé d'un commun accord de nous inspirer des thématiques proposées par Cap Droit et de ne pas suivre les questionnaires proposés. Nous avons écrit à la coordination Cap Droit pour défendre cette idée, d'écarter les questionnaires et de proposer une autre méthode permettant à chacun et chacune de remettre en question les termes employés dans les questionnaires. Cette tendance à la réflexion sur les termes employés est en effet l'une des caractéristiques de ce groupe. Je vous donne un exemple. À propos du thème général de notre première discussion, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit que vous êtes vulnérable? Nous avons obtenu entre autres les remarques suivantes. Une première participante qui dit « Le terme de vulnérabilité me pose problème. On est vulnérable par rapport à un environnement qui n'est pas adapté à soi. Le TSA peut être présenté comme une manière différente de fonctionner plutôt que quelque chose qui n'est pas dans la norme. Le monde était plus... Alors, si le monde était plus adapté à nous, nous ne serions pas vulnérables. » Une deuxième participante dit « Ce terme me parle relativement, avec la nuance apportée précédemment à propos de l'environnement et des adaptations. En effet, conceptuellement, la fragilité est inhérente à la personne ou à un objet, tandis que la vulnérabilité est étymologiquement liée à la blessure. C'est une propension à se laisser blesser par l'autre, notamment dans des environnements qui ne sont pas forcément bienveillants. Troisième extrait, nous risquons donc de nous mettre en danger, sans nous en rendre compte, et même en voulant bien faire, en souhaitant contribuer à améliorer les choses. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'on est vulnérable ou plus fragile. Participante 4 qui nous dit « Vulnérable n'est pas le bon terme. La fatigue et la frustration auxquelles je suis le plus confrontée pourraient donner une impression de vulnérabilité, mais je ne trouve pas que cela correspond. » La démarche de Cap Droit vise à autoriser les personnes dites en situation de vulnérabilité. Il est essentiel en effet de pouvoir créer les conditions de cette autorisation. Plus que la vulnérabilité, comme nous venons de le voir pour tout ou partie, l'effet des contraintes externes s'exerce sur les individus. Donc, vous avez compris la démarche. En fait, l'idée, c'était de partir de notions et d'essayer de les expliciter le plus possible pour voir si on arrivait à mieux comprendre l'expérience intérieure de chacun. Par exemple, avec le groupe, avec Karen en particulier, on avait réfléchi à la manière dont le défaut de cohérence est ressenti par les personnes avec autisme. Le défaut de cohérence, c'est quand vous dites quelque chose puis que vous ne faites pas ensuite. C'est quelque chose d'assez fréquent, mais il me semble que la plupart des gens s'en accommodent. Alors qu'en fait, pour les personnes concernées, c'est beaucoup plus. En effet, nous avons compris avec les participantes que pour les personnes autistes, la cohérence était un besoin sensoriel.
Et ce besoin est donc fondamental, puisque lorsqu'il n'y a pas cohérence, c'est-à-dire cohérence de soi dans ses actes, une cohérence dans la relation avec l'autre, incohérence chez l'autre, les choses peuvent être particulièrement difficiles pour les personnes qui sont très élevées et donc de la fatigue, d'autres choses encore. Je simplifie beaucoup. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette situation de besoin sensoriel oblige les personnes autistes à avoir des moyens de compensation, d'adaptation pour vivre le mieux possible pour elles-mêmes et bien sûr en collectivité. Nous avons notamment parlé des montres connectées qui peuvent permettre, sont des montres qui sont actuellement en expérimentation et qui peuvent permettre de mesurer les signes physiologiques de l'anxiété pour ensuite donner l'alerte à la personne concernée pour qu'elle puisse prendre les mesures qui lui semblent adaptées. Oui, effectivement. Face à un environnement générant un certain stress, les personnes autistes mettent en place ou découvrent des astuces qui les canalisent. À ce sujet, je me contenterai d'exposer de manière descriptive des exemples que notre groupe a évoqués. Là où il suffit pour une personne neurotypique de prendre un peu d'air, boire un café, parler à un ami pour se rassurer, se calmer et se reposer, la personne autiste optera généralement pour de l'autostimulation. Je distingue ci-dessus ce qui relève de cette stimulation. Il s'agira de calmer son rythme cardiaque par la concentration, de porter des vêtements compressifs ou des brassards de maintien, d'écouter un son agréable comme une voix grave, carène, ou pour ma part, un son de voix léger lorsque je tapote mon écarteur en vent. Autre exemple, se balancer de droite à gauche pour garder son attention et se balancer vers l'avant pour diminuer son stress sont assez efficaces. La présence des animaux peut permettre des stimulations apaisantes aussi. Et je m'arrête là. Un dernier exemple? Oui, d'accord. Un dernier exemple. Alors, dans notre groupe, on a réfléchi à un moment donné à la question du lieu de vie. Et les participantes ont dit que le lieu de vie, ça peut être un lieu physique réel, un lieu géographique, mais ça peut être aussi le lieu dans lequel on va se sentir sûr, à l'aise. Un lieu sûr, en français, c'est un peu carcéral, une safe place en anglais, c'est un lieu où on est suffisamment protégé, qui fait la rupture entre l'intérieur et l'extérieur. Et il peut être le lieu de résidence officielle ou un autre lieu dans lequel on peut mettre en place ses propres rituels. Et dès lors que cela est possible, alors, oui, on peut dire que c'est bien un lieu de vie, il y a bien une manière d'habiter ce lieu pour les personnes concernées. Donc, on a vraiment réfléchi à la notion avant d'essayer de répondre à la question. Cette question du lieu de vie, effectivement, ça va vraiment faire partie des dimensions transversales et puis vous avez apporté des dimensions aussi spécifiques qui pourront aussi des réactions. Avant de passer au prochain groupe et de relaisser la passation à Valérie, je voulais quand même mentionner que cette rencontre, elle a lieu aussi, c'est l'aboutissement pour les groupes locaux Cap Droit et c'est aussi je ne sais pas si je peux dire un début, mais quand même un moment de continuité possible avec ce qu'on appelle une communauté mixte de recherche qui va continuer les prochaines années et auquel les différentes personnes membres des groupes Cap Droit sont invitées à participer sous une forme sans doute plus légère que celle qui a été celle des groupes locaux. Mais il y a des personnes de cette communauté mixte qui sont présentes aussi ici
autour de la table, des chercheurs académiques notamment, des sociologues, des juristes, des personnes des sciences de l'éducation. Donc, pour dire, on peut se permettre aussi de prendre la parole dans cette perspective d'échanger aussi avec cette communauté. Voilà. Là, cette journée, elle est consacrée à ce qu'on appelle les recherches participatives, c'est-à-dire ce qu'on a proposé là, avec Cap Droit, et ce qui fait fait de manière assez originale à chaque fois. Et ce qui nous intéresse peut-être ici, c'est que ces particularités là se rencontrent et voir aussi ce qu'il y a ces difficultés, ces problèmes, ou très bien marché, épanouir des personnes, pourquoi certaines personnes continuent à participer jusqu'à venir ici aujourd'hui et puis d'autres ont arrêté très tôt. Enfin, c'est aussi sur la méthode que je pense que ça sera intéressant d'entendre les participants là, à cet échange. Ça s'appelle aussi pour donner la parole aux gens, redonner la parole. Maintenant, on donne les paroles avec le droit, on donne la parole aux gens, on donne les termes de l'université comme l'association de soins administrée avec les collègues, on a donné la parole, déjà, c'est content. Un qui est incapable d'aller dans le micro, 3 mois après, tu t'appelles, tu es capable, tu prends un photo, et tu es capable de prendre le micro. C'est ça aussi qu'on va aussi. De façon, il vient d'améliorer comment tu la vie, quand automatiquement, quand la personne sans avis prend le micro, il se prend photo de cette personne qui vient au début, ou du micro, l'État, quand il parlait, et 3 mois après, tu es capable de le faire, on était content. Ça, c'est important. Et nous, on va dire, depuis le droit, c'est ça, on essaie de donner les paroles aux gens. Nous, on est capable, maintenant, non. Alors, il faut donner, faut l'aider pour donner les paroles. Et c'est tout important. Merci beaucoup, Jacques. Maintenant, nous allons présenter l'équipe Advocacy Paris, CAP ou pas CAP. Famille Deschamps. Oui. Alors, maintenant, maison. Famille Deschamps, d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci pour nous accueillir ici. Voilà. Déjà, nous allons faire les présentations et je vais présenter aussi les personnes qui ne sont pas venues, malheureusement. Moi, c'est Christophe Dupont et je représente Cap Droit 93 à la base, qui est devenu maintenant Famille Deschamps. Voilà. Et je rends hommage aux camarades qui ne sont pas venus, comme Nkanza, comme Abiba, comme Jean et Philippe. Voilà. Donc là, je vais passer le micro Bonjour à tous, merci pour l'organisation de ces journées. On est ravis de venir et de poursuivre ici ce qui a été initié en novembre 2019 pour nous. Le groupe il a commencé à se constituer à ce moment-là. Et depuis ce moment, on s'est réunis régulièrement, soit dans un service d'accompagnement ou à l'INED. On s'est réunis, oui,
Ah oui, c'est ça. Ouais. Euh, donc je disais qu'on s'était réunis régulièrement depuis le premier temps, c'était en novembre 2019. Et depuis, on a commencé à former ce groupe de recherche, à produire ensemble des textes, des récits, euh, et voilà, à recueillir un peu des paroles. Bon, je vous expliquerai un petit peu demain le thème qui nous a plus précisément occupé. On a participé à deux sessions, je dirais, de questionnaires, l'une sur le droit et la capacité à l'exercer, et l'autre sur plus porté sur le logement. Voilà. Euh, donc moi je m'appelle Christophe. Voilà, également. Merci. Donc, merci de nous recevoir. Moi, je m'appelle Patrick. La scène est trop difficile à comprendre des choses. Donc, ouais, au sujet de certains questionnaires, bon, il y avait des questions, bon, comme vous dites, peut-être difficiles pour certains, et surtout au sujet du logement, il y avait des questionnaires qui n'étaient pas adaptés pour d'autres. Parce que malheureusement, il y en a qui ont des structures plus adéquates que d'autres. Donc, moi, de ma part, il y avait des questions qui étaient hors usage, mais on a essayé de s'adapter avec. Donc je continue de donner le micro pour que les gens se présentent, puis après on racontera un petit peu ce qu'on a fabriqué. Ben, moi, je m'appelle Evelyne Delano et je suis dans le groupe en tant que facilitatrice et travail social par ailleurs dans un SAVS. Et c'était donc un groupe mixte, personnes accompagnées ou gravitant dans des structures d'accueil et professionnelles. Et Nicolas, avec sa place à lui. Je m'appelle Nicolas Brouard, je suis professeur à l'Institut national d'études démographiques, l'INED. Et l'INED, c'est vrai, s'intéresse à ce thème et donc à héberger pour les deux ateliers le groupe de famille. Le thème de c'est difficilement détachable, c'est pas facile pour ça. Même si c'est tout à côté de Morvilliers, dans le nord, donc, par ailleurs, moi, je suis aussi membre d'une association de proches de personnes souffrantes qui sont connues, qui s'appelle Promet. Donc, c'est une personnelle et puis, peut-être qu'on m'écoute un peu sur le sens. C'est intéressant de voir que non, alors moi je propose l'inverse parce que je propose qu'on garde le masque quand on parle dans le micro, parce que c'est le seul objet qu'on va se partager tous. Et voilà. Mais donc effectivement, il faut parler un peu fort. Et il ne faut pas hésiter à le dire si vous n'entendez pas. Est-ce que tu veux reprendre mais vous ne pouvez pas me dire pour l'élève, c'est ça le problème. Parce que c'est vrai que ça aide. Donc voilà, donc je suis donc directeur de recherche à l'INED, numérique d'ailleurs maintenant.
Et c'est donc que l'INED s'intéresse à ce thème. Alors, on fait partie aussi du groupe de recherche sur la future enquête autonomie. Vous avez entendu parler, il y a une grande enquête qui a été activée, qui a un peu bouleversé le handicap en France, qui a eu lieu au niveau de 99-2001, qui a été fait par l'INSEE. Et là, de nouveau, on va faire une enquête sur l'autonomie, mais ça inclut aussi la maladie psychique. Donc, en 99, on avait réussi à ce que les hôpitaux psychiatriques, certains de plus psychiatriques trouvent leur force dans cette autonomie, mais c'est vraiment compliqué. C'est maintenant c'est acquis. Et on peut donc poser des questionnaires, des questions plus importantes que seulement une grande. Voilà, alors ça, je voulais dire, c'est un peu brodé, mais. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous voulez dire quelque chose, non? Comment? Et là, je pense que c'est une grande enquête qui. Bah, si peut-être que c'est un des volets qui a eu lieu sur le terrain, qui a eu lieu. Si tu veux dire, c'est une grande enquête, c'est-à-dire 15 000 personnes en ménage, 15 000 personnes en institution, voilà, et l'enquête activée, bah, si vous voulez, ça aussi, c'est à partir de travailler des psychologues, mais aussi des cliniciens. Parce que c'est un peu des maladies de causes aussi de handicap en France. Et ça a permis, quand on a publié qu'il y avait plusieurs millions de personnes handicapées en France, en 99, c'était quelque chose. Donc, voilà, donc cette enquête d'autonomie, elle va avoir lieu. Enfin, il y a déjà les questionnaires sont faits, etc. Mais ça a été un peu retardé par le Covid, mais ça va avoir lieu prochainement en ménage. Hein. Voilà, mais c'est pas tellement pour ça que je prends la parole, puisque c'est quelque chose que nous travaillons, c'est la manière dont le questionnaire va se passer. Ben, c'est vrai que donc on s'est inscrit dans la démarche, comme je le disais, et c'était la première fois. Alors on était habitués, nous on est un groupe assez hétérogène, donc il y a des personnes. Moi je suis, pardon. Moi je suis travailleur social et j'anime à la fois des actions au niveau du service d'accompagnement à la vie sociale des Stains et aussi dans un autre dispositif qui s'appelle la TRAM. Et on est habitué à se donner la parole, à avoir des groupes comme ça d'échange et de favoriser ça. Et enfin, vraiment de prendre la parole et d'essayer d'oser la prendre dans des lieux très variés. Mais c'était la première fois qu'on était confronté, comme tu disais, à des questionnaires très structurés et qui exigeaient voilà, peut-être clarifier un peu plus des positions personnelles et pas juste de faire une sorte de consensus dans le groupe pour continuer le type de discussion. Et ça, c'était intéressant, mais ça nous a demandé pas mal de travail, effectivement, et c'était pas évident. Il se trouve aussi que dans les passations lors de la deuxième journée, il se trouve qu'on s'est retrouvé presque à, donc, comme je disais, le groupe est très hétérogène. Il y a des gens qui ne parlent pas forcément qui ne parlent pas, qui est dans un apprentissage du français, des gens qui sont pas forcément suivis par un service officiel d'accompagnement social ou d'accompagnement pour les personnes en psychique. Enfin, voilà, c'est un groupe très varié d'hommes, de femmes. Et lors de la deuxième journée, l'hétérogénéité a été telle qu'il y avait même beaucoup de stagiaires qui nous ont aidés à faire passer les questionnaires. Donc, en fait, il y avait presque un facilitateur pour une personne qui répondait au questionnaire. C'est aussi assez intéressant. Ça a permis quand même d'avancer sur la démarche. Je sais pas si vous voulez rajouter.
Mais pour nous, effectivement, le questionnaire était difficile à aborder, mais en même temps, c'était une trame qui nous permettait de sortir de ce qu'on avait l'habitude. Donc, on a voulu s'y tenir et on s'y est tous assez bien tenus parce que ça nous a amené dans des choses voilà, inattendues. Voilà, ça nous portait sur des thématiques qu'on n'avait pas nous au départ et sur des accords, et nous amener à nous positionner. Sauf que l'outil recherche était peu accessible et que ça demandait beaucoup d'adaptation. C'est un peu le paradoxe et la présence aussi importante de facilitateurs pose aussi toujours la question de qu'est-ce qui se dit dans cet échange qui est en binôme. On avait très peu de lecteurs ou de personnes très à l'aise avec l'écrit qui pouvaient remplir le questionnaire seul. Donc, c'était des petits échanges, dialogues, retranscrits et ensuite retranscrits dans le collectif, dans la journée. Donc, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps, mais on était particulièrement assidus. Patrick, est-ce que tu veux dire autre chose? Moi, par contre, j'aurais une question. Après tout le travail que nous avons fait, où ça va aller sous tous les questionnaires que toutes les équipes de droite à gauche a pu faire. Donc ça, c'est une question que je voudrais bien poser aux personnes qui ont mis en place ce genre de principe comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir où ça va aller. Ouais. Je crois que j'ai pas la réponse, à vrai dire. Si ce n'est que déjà, enfin, ça va dans votre groupe et que vous pouvez déjà en faire quelque chose dans votre groupe si vous voulez le diffuser. Et qu'après, on va voir justement, en fonction de qui a répondu à ce questionnaire, des données qu'on a recueillies, comment on peut l'exploiter. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas fait. En fait. C'est vrai que moi, j'ai participé à l'animation de 2 groupes et dans ces 2 groupes, on s'est trouvé en difficulté avec ce questionnaire aussi. Alors que j'étais aussi dans la coordination qui a participé à la création de ce questionnaire, qui nous a pris beaucoup de temps pour ce poli. Et, et c'était assez intéressant aussi dans comment collectivement on crée un questionnaire, qu'est-ce qu'on veut faire avec. Et aussi la réception du questionnaire, où on a vu qu'il y avait beaucoup de retours pas très concluants sur cet outil. Voilà. Donc, je trouve que c'est très, c'est assez enrichissant d'avoir. Tout à l'heure, on parlait des échecs dans ce type de recherche. Ça fait partie peut-être d'un échec, mais c'est aussi un résultat sur la participation, la recherche participative. Je pense que là, on aura des choses à dire. Je pense que ça, après les résultats en tant que tels, pour l'instant, moi, je vais dire c'est plus. Oui, bonjour, moi je m'appelle Sylvie Daniel. J'ai participé à la première phase du Cap Droit et donc là à la deuxième phase avec un autre groupe. J'ai aussi travaillé sur la constitution du questionnaire. Alors, je crois que la première fois qu'on avait monté un groupe, on s'est beaucoup interrogé parce qu'on nous a beaucoup questionné sur la dimension scientifique de la démarche. Donc, on s'est dit, comment on va créer des outils, etc. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on avait créé ce questionnaire. Alors, je suis assez d'accord avec Arnaud, ça a pris un temps fou pour qu'on arrive à construire un questionnaire, parce qu'on est à peu près 14 dans la coordination. Et alors, vous imaginez un peu les débats que ça a suscité pour qu'on choisisse tel ou tel mot. Enfin, bon, voilà, c'était rien qu'en soi déjà un travail. Bon, je ne sais pas comment on pourra l'exploiter, mais dans notre groupe, le questionnaire, on l'a beaucoup utilisé, je crois. Peut-être que de prime abord, effectivement, on s'est dit, tiens, ces questions, elles nous conviennent pas, elles correspondent pas à notre situation. Et puis, finalement, je crois qu'on s'en est un peu émancipé. On l'a quand même rempli, on a quand même fait le travail. Mais voilà, c'était plutôt un support, un outil de support à la discussion. Mais je crois qu'on ne s'est pas trop formalisé à savoir si on le remplissait bien, pas bien.
Voilà, on s'est un peu dégagé de ces enjeux-là, vraiment juste pour se dire, c'est pour créer de la discussion entre nous. On a déjà parlé, nous, Arnaud. Bonjour, je m'appelle Frédéric Deborn. En fait, je voulais simplement rebondir à ce que vient de dire. Moi, en tant que facilitateur chercheur, moi-même affecté, moi-même affecté par, moi-même touché par une affection, en fait, en rebondissant sur ce que vient de dire Sylvie, j'ai plus tendance à penser qu'on est sur une obligation de moyens que sur une obligation de résultat. C'est ce qui fait la nuance, en fait, en tout cas. Voilà. C'était mon propos personnel et mon ressenti personnel. Voilà. Moi, ce que j'en ai retenu, parce que, alors, je dois vous avouer que ça n'a pas été simple pour moi non plus, ni la création du questionnaire, ni la suite du questionnaire. Moi, ce que j'avais retenu, ce qui est aussi important de dire, c'est qu'il y avait aussi, on avait fait le bilan de la première phase Cap Droit. Et en fait, il y avait aussi beaucoup d'animateurs, de facilitateurs, chercheurs, d'animateurs de groupe qui n'était pas qu'une, j'allais dire, une demande institutionnelle de recherche, mais aussi des gens qui avaient besoin d'outils pratiques en disant, nous, on n'a jamais été animateur de groupe. On va se retrouver devant des gens qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur dire? Comment on va susciter des choses et comment. Alors, voilà. Donc, il y avait aussi dans notre évaluation de la première phase cette question de comment on outille aussi les animateurs et pas non plus les laisser démunis non plus face, parce que c'est pas facile non plus d'animer un groupe et de donner une cohérence. Donc, voilà. On a trouvé cet outil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire une deuxième évaluation où on va dire autre chose sur le questionnaire. Peut-être dire aussi, on parle beaucoup du questionnaire. Est-ce que raconter des situations, est-ce que réfléchir à partir des mots associés, c'est des choses qui ne vous ont pas du tout intéressé et c'est le questionnaire qui a provoqué toute l'énergie, qui a suscité toute l'énergie, ou est-ce que c'est aussi des choses qui vous ont quand même intéressé? Peut-être, alors le groupe de Bourg-en-Bresse. Par rapport à moi, ce soir, par rapport à moi, moi, c'est ça m'a parlé, quoi. Moi, ça m'a parlé, mais les questions aussi, j'ai fait aux yeux. J'étais chercheur avec ça, des autres personnes à Bourg-en-Bresse, on avait un groupe. Le groupe n'est pas en entier, qui est en vidéo demain, Donc, c'était aux yeux, moi, c'est tout dont je parlais. Ça fait spontanément, moi, en tout cas, par rapport à ce qu'il est pu vivre en homo-associé, c'est spontanément dans ma tête. C'est plus source que des mots plus sources. Je trouvais ça bien, en fait, justement, de pouvoir dire des mots qui sortent d'une manière spontanée. D'une manière spontanée, ça venait, comme je disais, ça filait, quoi. En fait, il fallait sortir 3 mots, et les 3 mots qui nous venaient en tête, on les disait, puis voilà, quoi. Donc, c'était bien l'idée, quoi. Il y avait juste le protocole pour en venir en effet, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a pas à voir forcément avec le questionnaire, mais le protocole était un peu compliqué, je trouvais. Et après, ça a été aussi que, il y avait certains mots qu'on ne comprenait pas, des points qu'on ne comprenait pas, en fait. Et ça pas. Non, c'était vers la fin du protocole, mais du thème universitaire. Voilà. On a rempli le questionnaire, on a tous rempli le questionnaire, on s'est fait aux yeux. Il y en a qui ont accepté le témoignage libre. Il y en a qui ont essayé d'apporter leur part personnelle, leur témoignage personnel
c'est une question que vous soulignez, j'ai pas une question en tête, mais en fait, il y en a qui sont plutôt jeux, d'autres qui sont pas pressés, et puis, ils ont fait comme ils voulaient. Il n'y a rien imposé aux gens, il n'y a rien en groupe, quoi. Donc, au début, il y a un facilitateur chercheur qui a changé en cours de route, et après, ça explique, ouais. Mais avec le confinement, c'était plus compliqué. Parce que tu le filmes, franchement, c'est moins réuni, et on aurait pu faire plus, quoi. Et après, je pense que le confinement, on aurait fait plus. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de groupes comme ça qui auraient pu plus faire si, s'il n'y avait pas eu de confinement. Voilà. Je me trompe, mais garder un peu la dynamique pendant toute cette période. Et je pense que il y a beaucoup de groupes qui ont mis en place des stratégies justement pour continuer à se rencontrer, y compris par des moyens techniques qui paraissaient peut-être difficilement accessibles au départ et qui ont été quand même. Allô. Est-ce que vous pouvez. Est-ce que. Ah, bah c'est bon. Advocacy Paris, je ne sais pas où il se trouve. Advocacy Paris. Maison Relais Brava. Moi, je fais partie de ce groupe. Ouais, alors, ouais, moi, j'étais facilitateur-chercheur dans ce groupe, membre du Trinôme. Alors, du coup, c'est un groupe qui s'est créé à Roanne, donc au nord de Lyon, vers Clermont-Ferrand. Et donc, c'est un partenariat entre Cap-Droit, la maison relais Adoma, qui est une pension de famille, et puis l'équipe mobile psychiatrie précarité et un infirmier Mazouni. Donc l'hôpital, en fait, c'est l'hôpital de Roanne. Et puis le GEM, hein, le groupe d'entraide mutuelle. C'est une histoire d'un partenariat entre différentes structures et des acteurs de ces structures-là. Et donc, on a créé un groupe dans cette maison relais. Alors, on a été un trinôme de facilitateurs-chercheurs, mais en fait, on a été facilité par une facilitatrice qui est importante, en fait, dans le dispositif, parce que sans elle, il n'y aurait jamais rien eu, peut-être. C'est Delphine Thiraud, qui est la responsable de la résidence. Et c'est elle qui a facilité finalement le travail des facilitateurs-chercheurs pour mettre en place ce groupe, mais au quotidien, pas juste pour lancer des activités, mais aussi pour mobiliser les personnes dans ce groupe et sur le temps long. Alors, je vais peut-être vous laisser la parole. On a un petit film à vous montrer qu'on a fait justement pendant le confinement, le deuxième confinement. On ne pouvait plus se réunir collectivement. Alors, on a fait des interviews individuelles. Et voilà, on va... Oui, bonjour à tous et à toutes. Voilà, je m'appelle Mazouni Adja Belkader. Je suis infirmier à l'hôpital de Roanne dans une équipe mobile de psychiatrie et précarité. En effet, je vais rebondir sur ce qu'a dit Arnaud. Là, il y a eu vraiment une rencontre de personnes, d'individus, et puis dans un cadre aussi institutionnel, donc d'institutions. Et je crois qu'il y a un point commun aussi à cette rencontre, c'est que les différentes personnes, là, alors Arnaud qui est venu quand même proposer quelque chose, c'est que on retrouve quand même une forme de militantisme dans la démarche,
Alors, c'est vrai que Arnaud est venu proposer ce dispositif, cette démarche participative de recherche autour du droit des personnes et dans le cadre du handicap de manière large, mais aussi au sein de la maison relais. Donc, la directrice, donc la Delphine, elle est vraiment dans une démarche aussi de permettre. Alors, c'est un lieu qui est collectif. Hein, il peut y avoir du collectif, mais où il y a de l'autonome aussi, hein, les personnes ont leur propre logement dans un cadre collectif. Et elle est très soucieuse aussi de permettre la parole et le choix quand même d'une majorité de personnes qui sont sous curatelle, qui ont eu des parcours difficiles de vie avec souvent des ruptures, des traumatismes, et donc qui ne sont pas dans une demande comme ça spontanée, dans une capacité à demander quoi que ce soit. Et puis, donc, il y a moi qui est donc, je fais partie d'une équipe, donc, je dis qu'on a une mission de lutte contre les exclusions aux soins voilà, entre autres, tout ce qui est santé mentale et psychiatrie. Et c'est vrai qu'on est souvent confronté à la clinique de la non-demande, c'est-à-dire que c'est des gens qui souffrent mais qui ne sont pas en capacité de demander. Et donc, on travaille en lien avec des professionnels, des travailleurs sociaux qui, eux, demandent pour, et parfois avec, mais pas toujours. Et donc, c'est vrai que ça demande quand même une posture assez particulière d'aller vers. C'est voilà, c'est la raison pour laquelle on fait des permanences, entre autres à la Maison Relais, tous les vendredis matins. Et dans ce cadre-là, on est à l'écoute et on travaille en lien avec Bénédicte et puis Dominique, hein, qui est alors, anciennement, on appelait ça maîtresse de maison. Maintenant, je ne me rappelle plus exactement la dénomination. Et c'est vrai qu'on était en... Pardon? Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, on était... donc, on peut être amené au sein de la Maison Relais à rencontrer des personnes de manière individuelle quand il y a de la souffrance, quand il y a de l'exclusion, ou pour faire l'interface ici avec les services de soins, de droit commun, hein, comme ça qu'on dit. Et aussi, on était, il y a la vie au sein de la Maison Relais où il y a de la vie, il y a des difficultés. Et donc, on était en train de penser à créer justement un dispositif, un groupe, pour permettre un petit peu basé sur la thérapie communautaire, c'est-à-dire de permettre aux gens d'avoir un espace de parole, mais aussi de pouvoir exposer des problématiques de vie au quotidien, et aussi de permettre au groupe de résoudre ces problèmes ensemble, quoi, hein. Donc, on voulait animer ça. On avait commencé à initier. Et Arnaud arrive à ce moment-là où il propose tout. Donc, ça a parlé à Delphine, qui en a parlé à moi. Et donc, quand on a construit un petit peu l'idée, alors moi, je vous dis, hein, ça a pris 1 an au niveau institutionnel pour que mon institution valide que je puisse intervenir. Donc, ça a demandé quand même de l'investissement. Arnaud est venu présenter au sein de notre équipe et puis plus large avec les cadres, etc., pour que ça soit validé. Donc là, je suis là de manière très légitime. C'est un ordre de mission pour le dire. Non, mais c'est important parce que j'étais très motivé par le voilà. Et voilà, c'est important de dire que aussi, ces démarches-là, bon, ça peut être des personnes, mais aussi dans un cadre institutionnel. Et puis ensuite, donc, on a pu proposer à toutes les personnes qui vivent à la Maison Relais de pouvoir venir. Alors, il y en a quelques-unes qui étaient intéressées, qui sont venues se présenter. Et finalement, bon, il y en a quelques-unes qui ont voulu s'investir, mais pas dans ce rôle de facilitateur-chercheur qui était encore assez flou pour tout le monde. Hein, y compris pour moi. Je ne savais pas exactement ce que j'allais y faire, mais bon. En tout cas, donc du coup, on a été chercher ailleurs qu'à la Maison Relais. On est en lien avec le GEM du Rouennais, qui est un groupe d'entraide mutuelle qui est tout récent, tout neuf, très créatif, très dynamique. Et donc, le coordinateur me dit, il y a 2 personnes qui seraient hyper intéressées pour ça. Et puis voilà, là, je vais en profiter pour passer la main à Frédéric, parce que
Voilà, Frédéric fait partie du GEM et c'est notre facilitateur-chercheur, notre troisième. Merci Majuni. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on m'a fait cette proposition. Donc, à l'époque, j'étais vice-président du GEM. Bon, actuellement, je n'ai pas renouvelé ma présidence, mais peu importe. Je suis toujours adhérent, puisqu'effectivement, il s'agit du groupe mutuel du Rouennais, le groupe d'entraide mutuelle du Rouennais. Donc, en fait, une association qui vise je vais dire, abolir l'isolement entre les personnes fragiles. Voilà, donc aussi leur présenter, je dirais, un maximum d'activités, qui puissent venir nous voir, je dirais, les stimuler, leur donner envie. Donc, c'est le plus important. Et c'est vrai que la proposition donc, de notre coordinateur, Maxime Fisser, que je remercie d'ailleurs, cette proposition d'intégrer cette démarche de recherche, moi, m'a personnellement touché parce que voilà, donc, simplement, je suis concerné déjà et que le droit d'affinité et d'égalité, c'est très important, c'est fondamental. On est aussi dans un but d'éthique, tout simplement, et que je finis tout naturellement donc à joindre le groupe avec Joël, d'autres personnes qui sont là, mais Mathieu et Arnaud. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Il y avait deux étapes distinctes, mais en fait, tout a tourné quasiment autour de la question du logement. Je ne sais pas, on a un petit film, ça dure 10 minutes, ça donne la parole aux personnes visibles, mais peut-être que ça prend cette place là dans les écrans. Merci beaucoup. Ça donne envie de vous poser pas mal de questions. On y reviendra peut-être. On continue avec les autres groupes. À qui est-ce que je donne la parole alors du groupe Cap pas Cap? Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Christophe et je fais partie du groupe Cap Cap, qui adapte à Lyon Ricardon. La houlette, on va dire bienveillante, et ça bien. L'idée est en vidéo. Voilà, voilà. Je suis passé dans le temps, c'est un point difficile. C'est moins. Donc voilà, c'était juste surtout pour remercier le groupe comme son ensemble, puisque ça a été très intéressant de pouvoir échanger entre nous, aussi avec les professionnels, et nous apporter une enquête qui a fait un accident de vie. Et de nous persuader aussi un petit peu de se reconstruire dans cette nouvelle vie. C'est différent. Pour m'empêcher de passer le micro à notre professionnel.
ça permet plutôt d'intervenir. Ils seront là aussi demain. Merci à tous. Bonjour, je suis Florie Gatou. J'étais facilitatrice pour ce groupe avec Fabienne Inde. Alors moi, j'ai trouvé que c'était plus simple d'animer le groupe pour ce deuxième projet parce qu'on a plus tard. D'accord. C'était plus simple d'animer ce groupe pour ce deuxième projet. J'avais fait déjà ce projet une première fois parce que notamment, il y avait le questionnaire. Et le questionnaire, ça nous a permis de nous donner une base pour lancer en gros les échanges. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était plus structuré et plus simple pour savoir où est-ce qu'on allait aller. Et puis peut-être aussi plus simple aussi pour un peu sécuriser aussi le groupe. Enfin, on va parler de ça et pas de ça. Enfin, c'est bien d'avoir ce questionnaire. Et peut-être, pour reprendre ce que vous avez dit, monsieur, c'était la question, enfin, je trouvais du vécu intérieur, qui est beaucoup ressorti dans ce groupe-là, et c'est un lieu qui n'existait pas ailleurs au sein de la structure dans laquelle je travaille. C'est beaucoup ressorti dans le groupe. Voilà, bonjour, donc moi c'est Fabienne, pour le registration. Voilà, pardon, d'abord. Alors, je suis donc facilitatrice chercheuse et handicapée, puisque j'ai déjà participé à Cap Droit, mais que en tant qu'handicapée, il y a 3 ans. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Du coup, que ma foi, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, eux nous ont dit que ça s'était super très bien passé. Alors, à savoir, autant dire que voilà. C'est vrai que, comme vous l'a dit Florie, nous, le questionnaire, on s'en est servi de base au démarrage pour avoir effectivement un début de ce processus de discuter. Mais après, voilà, ça vit plutôt à ça. Donc, voilà. Sinon, je vais passer Jamel, qui est à côté de moi, juste présent. Voilà. Bonjour, moi c'est Jamel. Bonjour. Donc, comme vous avez dit Jamel, je m'appelle Thierry. Je suis content d'être parmi vous. Et je voulais vous dire que ce film-là, moi j'avais trouvé qu'il était très bien. Parce qu'il avait beaucoup structuré nos échanges. Je prends la parole. Ajouter quelque chose. Donc, tu ouvres ton micro, peut-être? Oui, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Inde. Alors, je suis désolée, j'avais complètement oublié cette séance aujourd'hui. J'étais partie pour vendredi et samedi. Donc, demain, je serai bien en présentiel. Voilà, donc moi-même, je participe à ce projet. Et également, pour la deuxième fois, la première fois, j'avais proposé une communication plus en tant que personne en situation de handicap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis facilitateur, chercheur également. Je suis atteinte de sclérose en plaques et en situation de handicap puisque je suis en fauteuil roulant aujourd'hui. Voilà, et donc pour moi, mais c'est comme vous l'a dit Florie, pardon, effectivement, nous, on a choisi de suivre quand même un petit peu le questionnaire, mais même si on s'en est un petit peu éloigné sans s'en être trop. En fait, c'était notre âme, quoi. Tout au long de nos rencontres avec le groupe, on a essayé de garder au maximum quand même cette trame-là. Voilà. Et puis, je suis également très contente d'avoir participé à
à ce travail de chercheur en tant qu'étudiante en sociologie, en thèse de socio, à Lyon 2. Donc oui, je suis... les salles dans lesquelles vous êtes, c'est aussi mes salles de cours. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons avoir le groupe Habitat et Humanisme qui se trouve où? Et Radia qui est en visio. On a voulu constituer dans le cadre du logement d'abord, de la politique du logement d'abord, donc ça a été assez difficile à mettre en place. On y est arrivé, tout en visio. Bon, du coup, on ne présentera un peu plus le contenu des échanges, mais David voulait présenter aussi ce qui a été dit sur la méthode et sur les difficultés qu'on a pu rencontrer, mais aussi l'intérêt de participer pour les personnes au groupe. Bonjour à tous, je m'appelle David Martin-Arbonnet, résident d'une pension de famille à Butamonique, dans le 3e, pension de famille Barbavant. Cet après-midi, normalement, il doit y avoir 2 personnes en plus. Thomas Numitor, je ne sais pas s'il est présent parmi nous. Sylvie David qui sont deux, mais je ne sais pas. Et Ostal qui a participé, on était 3 ou 4 dans le groupe. Et Radio Estrella qui est en Sud-Est, nous a aidé dans le groupe. Et Jean-Michel Paquet qui a aussi participé au groupe, le Cap Droit. Donc voilà, et moi je ne suis pas présent, mais je lui rends hommage. Voilà. Donc, avec son aide de l'équipe. Donc les difficultés qu'on a pu rencontrer quand on fait participant, est-ce que vous m'entendez aussi? Voilà, super. En fait, ça a été des rencontres virtuelles. Ça a été très difficile d'être assis devant un ordinateur, devant un ordinateur pendant les ateliers. Et il y a eu des problèmes de connexion aussi, parce que nous trois dans notre groupe, Estelle, je crois que ça a duré 3 heures. Il y a des problèmes de rester attentif. Les premiers, c'est la question de fond là. Et des sentiments statiques. Et les pauses, des fois, n'étaient pas assez suffisantes. Même par la suite, d'anticipation aussi par rapport aux emails qui ont été envoyés un peu tardivement aussi à l'avance, et faire un peu mettre certains participants, donc du groupe. Participer à une activité en plus du reste, difficile de loger tout le monde au même moment, c'est très compliqué parce qu'on est tous disponibles dans ce service. Difficile de pouvoir toujours se libérer par rapport à les écrire, aux du travail. C'est pour ça que les 2 autres participants ne peuvent pas être là. Je représente, je parle aussi à leur nom, parce que c'est une personne qui est moi, et celle, parce que leur témoignage est vraiment important, qui est actif aussi, et je pense que, voilà. L'intérêt de participer à Cap Droit, c'est d'être avec des pairs, d'être avec des personnes qui ont aussi des difficultés dans des prises de décision. On parle de la même chose. Voir que les autres ont des défis similaires ou différents. Communiquer avec des pairs aussi. Parler du vécu du handicap, des échanges entre personnes. Découvrir et connaître le savoir des autres. L'enrichissement personnel aussi, c'est important. C'est-à-dire de se trouver. Mieux connaître ses droits et ses devoirs. C'est tout ça. Avoir accès à des informations sur les droits. Envie d'en savoir plus sur les droits et devoirs au niveau des lois nationales sur le handicap. Connaître un peu plus le droit international des personnes handicapées de la Convention de l'ONU. Ça a été enrichissant sur ça. Permet de pouvoir mieux se défendre. Comment le faire évoluer en matière de texte de loi. Parce que les lois sont assez complexes.
l'intérêt particulier, sentiment de pouvoir parler librement sans être jugé, sans se faire heurter, mieux prendre en compte la parole des personnes concernées. On garde des traces écrites. On sait où ça va. On ne dit pas de choses dans le vent et on n'en fait rien avec. Développer ce genre de dispositif au-delà des caps droits. Il manque des espaces communs comme cap droit où on peut être écouté à notre parole prise en compte. Les institutions médico-sociales devront aussi mieux prendre en compte la parole des personnes concernées comme dans cap droit. J'espère que ça fera bouger les lignes au niveau institutionnel. Voilà. Vraiment, quand je parle d'institution, c'est que, en fait, des fois, quand on parle clairement, c'est que quand nous, handicapés, on est confronté à une décision qu'on a du mal à prendre, des fois, les institutions prennent à notre place, ils orientent un truc, on nous impose un peu une forme de contrainte, mais on n'apprécie pas tellement ça, par exemple, au cas des faits. Pour moi, par exemple, quand j'étais sous curatelle, on m'a reproché, on m'a dit, si quand on est sous curatelle, on n'accompagne plus pour la gestion de l'argent, tout ça, donc j'ai mal pris, mais j'avais pas tellement ça. Une contrainte un peu. Donc c'est pour ça que je suis, des moments, la loi du handicap doit être un peu mesurée sur ça. C'est pour ça que la loi m'a permis de mieux faire comprendre un peu la loi et une responsable pour ses amis qui n'en a pas dans un atelier, donc, je vous remercie beaucoup. Merci de faire le droit de discuter que j'en puisse être tenu auprès des parlementaires et des personnes handicapées qui savent encore mieux. Voilà. On ne peut pas on a des équipes, comme on dit, des personnes qui sont autour de nous, des personnes qui sont un peu courtes. Voilà, c'est ça qui est très difficile. Oui, maintenant, je passe la parole à Cap Droit, Alma. Bonjour. Je vais dire quelques mots au sujet du groupe Cap Droit Paris-Alma que je représente. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas d'autres représentants. Alors, Paris-Alma, c'est le groupe le plus récent, puisqu'il a été créé en février 2020. Alors, il y a eu 3 ateliers en présentiel. Le suivi de quelques ateliers qui ont été tenus tant bien que mal sur Zoom. Alors, au départ, Alma Paris fait partie de la fédération 3977, Allo Maltraitance. Benoît Hérault ici présent, est beaucoup impliqué dans le groupe, auquel j'ai participé donc comme facilitateur. Alma Allo Maltraitance est à l'écoute des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Et on peut ajouter également des personnes en souffrance pour toutes sortes de motifs. Donc, ce groupe il va y avoir 2 groupes en fait au départ. Un groupe constitué avec des personnes d'Alma Paris. Il y avait 150 personnes qui avaient été contactées, il y en a 20 qui ont répondu. Il y a également des directeurs d'EHPAD qui avaient été contactés. Alma Paris comporte des bénévoles retraités pour la plupart, qui ont généralement de l'expérience dans le domaine de la santé, du travail social ou dans le domaine juridique. Finalement, le groupe devait comporter une dizaine de personnes. Il avait été prévu un petit groupe de patients de l'hôpital Bretonneau spécialisé en gériatrie. À l'initiative de Gunnar Rodani, qui est gériatre. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner les personnes dans la de vieillissement cognitif. Alors, la crise sanitaire a fait que il n'y a pas eu beaucoup de réunions. Et le groupe Bretonneau n'a pas pu fonctionner. Donc, il y a eu fusion des 2 groupes.
Donc, c'est ça, bon, on a il y a également pour les capacités, le financement, le travail qui a été fait, reste important. Donc, comme je disais, il y a une question de moi, il y a également Frédéric Nouvelle, René Solidaire, qui est commissaire dans la PG, qui participait à ces activités. Également, d'autres bénévoles allemands participé, notamment Elisabeth Leprel, ainsi que Hélène Calmet, qui est une sociale, et également Nina Randani. Alors donc, le groupe était constitué de personnes en majorité entre 70 ans et 80 ans, personnes âgées, victimes de philippines, souvent, de dépression également, une personne qui pensait surtout trouver un nouveau cas. Donc, trouver des synthèses juridiques. Donc, parmi ces personnes, ils ont pratiquement tous eu des problèmes de santé. Donc, il en restait une qui est intervenue avec nous, c'est-à-dire le Seigneur. Et donc, René Solidaire et moi-même, présenter ce qu'on avait fait au sein de la participation de présent. Également, dans ce groupe, il y avait des personnes plus jeunes, un homme de 60 ans, une jeune femme également d'une trentaine d'années, et également une femme d'une trentaine d'années également, qui est intervenue avec une épouse, comme aidant, pour un monsieur âgé qui était sous emprise. Et l'ami aidant côté. Donc voilà, ce que je pourrais vous dire plus sur ce groupe. C'était quand même que la problématique était différente. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, je suis un petit peu gêné d'en parler en mesure. Pourquoi la problématique des personnes âgées est différente du reste de la population? Les personnes âgées peuvent rencontrer des difficultés que les autres n'ont pas, liées à la santé, liées à l'isolement. Un des drames médicaux, il y a également beaucoup de personnes âgées qui sont très isolées à Paris. Il y a également des problèmes d'accessibilité évidents pour les gens. Également des problèmes de gestion du patrimoine. Je répondais à Alma, enfin, à toutes ces questions d'héritage, de tutelle ou de curatelle, comment vous répondez aux gens, comment vous favorisez leur mise en confiance, leur, Selma, c'est une équipe anonyme, un petit peu comme peut l'être la Croix-Rouge également. Par exemple, oui, tout à fait. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de rappeler systématiquement les personnes. Que ce soit en 2018, nous pardonnons pas, au niveau
Peut-être juste un complément en tant qu'ici facilitateur de ce groupe. La difficulté comment dire, de tenir dans la durée. Dominique a insisté sur le fait que la première rencontre, on était une petite dizaine, et puis il va y avoir deux groupes. On a fondu. Donc, comment dire, la temporalité de la démarche de recherche nous a posé question. Est-ce que ça fait sens de pouvoir s'engager dans une démarche sur plusieurs mois, voire sur 2 ans? Et puis aussi, sans doute, la difficulté, Alma, ce n'est pas une institution dans le sens où ce n'est pas un lieu où des personnes vont, on appelle, donc les gens ne se connaissent pas entre eux. Et on a l'impression que pour que des groupes d'échange puissent se faire, un minimum d'interconnaissance, c'est peut-être un peu important. Là, les personnes pouvaient avoir de l'intérêt les uns pour les autres, mais pas d'affinité. Et il nous a semblé que cette dimension d'affinité, sans doute, était importante pour pouvoir aussi revenir, avoir l'envie de continuer un petit peu dans la durée à un projet collectif. C'est vrai que, enfin, nous, on est habitué à avoir des groupes vraiment très larges et très ouverts de discussion. Et avec le groupe Cap Droit, c'est la première fois qu'on fermait un groupe. Et à un moment donné, donc le contexte ne nous a pas aidés parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu voir, on n'a pas pu reprendre la démarche à l'automne. On a été aidé parce qu'il y avait les supports de conférences au CNAM ou d'autres choses. Mais il s'est posé la question effectivement d'ouvrir le groupe d'élargir un petit peu les participations. Mais comme on disait, c'est-à-dire qu'on cherchait aussi à travers cette démarche-là à aller un peu plus loin dans les réflexions personnelles. Et donc finalement, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas acté qu'on réouvrait le groupe, même si on a perdu quelques personnes en cours de route pour diverses raisons, hein, l'emploi du temps, des questions de bien-être, d'autres choses, ou d'autres activités, des gens qui ont créé un GEM, par exemple, c'est très pris. Mais voilà, on se posait la question et on se la pose encore. Est-ce qu'on continue de réfléchir dans ce petit groupe-là qui a déjà travaillé ensemble et donc dépasser toutes sortes de questions qui se reposent toujours dans les groupes ouverts, ou est-ce qu'on accueille Je ne sais pas si c'est complètement un complément, mais souvent, il se posait la question, est-ce qu'on harcèle quand on relance? Est-ce qu'on harcèle quand on propose? On renvoie les mails, le nombre de fois où on s'est dit, est-ce que cette prochaine rencontre, est-ce qu'on renvoie aux personnes qui n'étaient pas là la fois présente, la fois précédente, et cette dimension de dire, on parlait d'aller vers tout à l'heure, hein, effectivement, il y a une dimension d'aller vers qui rend aussi un peu, met dans l'inconfort, ou respecter les gens, c'est peut-être pas trop non plus revenir, pas trop insister, et cette dimension de comment proposer sans être trop insistant, c'est vraiment une question qu'on s'est beaucoup posée. Voilà, bonjour à tous. Mon nom est Jean-Philippe Cobot. Je suis facilitateur-chercheur dans le groupe qui se situe en Hauts-de-France, qui sur votre programme s'intitule 59-62, mais c'est un groupe qui s'est donné comme
comme dénomination chercheur, co-chercheur sur le thème de l'autonomie. Donc, notre groupe est un groupe, monsieur a dit tout à l'heure, c'était le dernier groupe, sans doute que c'est un des groupes qui a démarré le plus tard dans le processus, étant donné notamment la question du Covid. Alors, on ne s'est effectivement pas encore vu en situation réelle, mais seulement par le biais du fameux Zoom. Et donc, on s'est réunis malgré tout 3 fois en suivant assez strictement ce qu'on a appelé le protocole, enfin la démarche qui nous était proposée de réfléchir à la fois sur les capacités, les vulnérabilités, le logement et l'autonomie de vie. Et donc voilà, on est au début du processus. On souhaitait se rencontrer en présentiel au mois de juin, mais ça n'a pas été possible. Mais ce n'est que partie remise pour septembre. Alors, je vais passer, les facilitateurs chercheurs sont à la fois Jacques Leclien ici, qui est avec nous, et puis Stéphie Lhomme, qui est là-bas à Arras, avec Gauthier et Héloïse, qui vont se présenter tout de suite. Mais alors, je laisse la parole à Jacques, qui est un vieux compagnon de route, hein, puisque ça fait maintenant presque une dizaine d'années qu'on travaille ensemble, notamment dans le cadre du programme international d'éducation à la citoyenneté démocratique, auquel on travaille avec Mireille Tremblay, qui se trouve là aussi dans le tableau à Montréal, et avec laquelle on a accompagné et travaillé avec la section des usagers de Montigny en Goële, dont fait partie Jacques. Et je lui cède la parole pour en parler. Ça s'est fait en 2005. On va dire une année avant, on était au Canada pour visiter et pour voir ce que faisaient les gens handicap au Canada. Et quand on a vu le Canada, on avait fait des groupes, on a décidé de séparer. On a fait des usagers. Après, bon, Benoît et ses collègues qui sont venus en 2 minutes au CAC pour nous aider. Et tout à l'heure, on a bien avancé, on a fait pas mal de trucs. Et là, on n'est pas pour se usager, on est là pour être droit. Et on a fait un petit groupe d'Arras, de personnes, avec le coordinateur, et deux à mon côté, parce que, et voilà, et l'autre, il ne peut pas venir parce qu'il ne peut pas se mettre sur Nathalie, il étudie ailleurs, alors son n'est pas là. Alors, on a tous les deux sur d'Arras. Gauthier Loris et ses coordinatrices. Je vous demande, que vous avez fait les 3 réunions, vous avez fait avec nous. Comment ça a été? Gauthier et tout ça. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Alors, je m'appelle Gauthier Lemaire, j'ai 43 ans. Je souffre d'un autisme Asperger. À toi, Héloïse. Bonjour. Héloïse a 26 ans. J'avais mon logement. Alors, déjà, mon intérêt pour Cap Droit était au début un travail de présentation sur mon cas, à cause du fait que j'ai emménagé récemment à l'île au Bon-Secours, qui se trouve à côté de Don-Up, l'association où je suis adhérent actuellement. Et ce cas-là a fait que j'étais un candidat idéal pour la recherche afin que je puisse partager mon histoire. Oui, Élise. Et toi, Doris? Oui. Doris, et toi, quand tu penses les 3 réunions, ça fait que 3 droits, tout ça?
Qu'est-ce que tu en penses? Vous avez bien parlé quand on a fait des réunions tout ça. Tout ce qu'on avait dit. On allait y venir, mais il faudrait qu'Héloïse raconte. Tu vas bientôt intégrer un logement, c'est ça? Oui, j'avais mon logement et mois de septembre et octobre. Et après, c'est quoi? Ça doit être à cause de ça que tu es devenue Bah, chercheuse, non? non. Vu Oui. qu'on a une histoire plus ou moins commune. Oui, Ouais. c'est ça. Alors, bon, au fur et à mesure de nos entretiens, nous avons découvert l'étendue des difficultés que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap à s'intégrer dans la société. Ces problèmes sont relativement nombreux et englobent aussi bien la Va pas structure. trop vite, s'il te plaît. Tout le monde va pas te suivre. D'accord. Alors, ces problèmes sont relativement nombreux et englobent aussi bien la structure familiale, personnelle, professionnelle, mais aussi dans certaines infrastructures de logement aux collectivités. Le but de Cap Droit est de trouver des solutions à ces problèmes ou des alternatives afin de faciliter la vie des personnes handicapées et leur permettre non seulement une certaine autonomie, mais de montrer également qu'elles sont utiles à la société. Nous avons commencé l'atelier sur une thématique relativement simple de 2 mots, plutôt 2 questions. Qu'est-ce qu'être majeur? Être majeur, de respecter les personnes. Respecter les gens et les personnes. Qu'est-ce qu'être vulnérable? Arbuste, personne. Les abus sur la personne, les personnes mal intentionnées que peuvent, qu'envoient les gens sur les personnes en situation de handicap ou ayant aussi des difficultés à s'intégrer. Voilà. Par ces 2 thèmes, nous avons découvert de nombreuses ramifications qui peuvent englober aussi bien la structure familiale, personnelle, professionnelle, scolaire. Transport aussi. Transport également, oui, exactement. Et via ces 2 thèmes, et vu ces ramifications, nous avons discuté des problèmes et des solutions que peuvent rencontrer les personnes handicapées et comment régler ces solutions par des alternatives ou bien par des solutions qui seront convenables pour permettre une certaine autonomie aux personnes handicapées. Voilà. Et les logements, on n'a pas eu de logement, tout ça, de tout, avec tout ça, les logements, avec. Oui. Pas compris. Si. Oui, Voilà. en fait, ça englobe plein de choses. Ça peut être aussi bien personnel. Lorsque je dis personnel, ça peut être au sujet du logement ou ça peut être aussi dans une situation professionnelle. Ce soit aussi bien dans le logement, on a aussi bien parlé des logements personnels que dans les logements collectifs avec d'autres personnes. Parce que c'est très global comme problème et de nombreuses solutions peuvent être trouvées. Si. Tu peux parler, s'il te plaît, ici. Oui, Jacques. Bonjour à c'est tous. bien. Bonjour. Quand tu penses les réunions, on a fait les 3 réunions avec le groupe, on a animé à 3 le groupe. Le groupe, voilà, c'est danois. Ah oui, c'est parce que je suis en contre-jour. Mais bon, Je pense que ce groupe, il y a beaucoup pas moi, parce que bon, on était tout max 4, on avait eu tout max 4. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans les groupes, c'est la diversité. Nous, c'est vrai qu'ici à Arras, les personnes qui sont Héloïse et Gauthier qui viennent de parler sont en milieu ordinaire. Et puis, les personnes qui sont avec Jacques sont en établissement. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de croiser beaucoup de regards. Et puis, je sais que Gauthier et Héloïse ont déjà appris beaucoup de choses. Bon, Gauthier parlait des thématiques. Effectivement, on a vraiment abordé les thématiques un peu générales comme vulnérabilité, majorité. Mais je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que ces ateliers permettent de rebondir sur d'autres thématiques parce qu'on a aussi du coup évoqué le harcèlement, on a évoqué les mesures de protection qu'ici ils ne connaissent pas. Et puis on a évoqué l'autonomie de vie, ça a été
c'est très important et on a rapproché beaucoup avec l'accompagnement. On commence avec deux mots très simples et on finit par obtenir de nombreuses ramifications. C'est comme un arbre avec de nombreuses branches. C'est ça, c'est ça. Les thématiques sont pas fermées. On essaye d'ouvrir au maximum pour avoir des situations assez larges. Voilà, Professionnel, c'est qui proche de tout groupe, vous savez que tu n'as pas faire un travail devant tout le monde. Parce que pour moi, je connais pas. Déjà, mon côté avec qui j'ai travaillé, et puis surtout que tu es capable de s'utiliser, et pour te dire, je ne connais pas. Alors, comment tu penses de. C'est pas ce ou tu savais? Alors, je t'entends très mal, Jacques, et je n'ai pas entendu la question. J'aimerais dire, avec le groupe, si tu savais, tu es capable de, on va dire, parler des problèmes dans la vie, tout ça, parce que automatiquement, moi, je ne connais pas tout ça. Alors, est-ce que les personnes ont des problèmes dans leur vie, c'est ça? Non, bon, ça pas grave, on va en parler demain. Bon, on va te laisser. Et nous, à demain, alors? Oui. Et merci pour vous deux. Et un peu partout, on sait pas. Merci à vous, Coupe de Lille. On est un petit peu juste dans le temps. Alors, je passe vite la parole à Chantal Bruno du groupe de Bordeaux. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, Bordeaux a connu les mêmes difficultés qu'à peu près tout le monde relativement à la crise. Donc, des difficultés dans la régularité des réunions, dans la possibilité des réunions, puisque nous avions une partie des participants qui habitent dans un foyer, dans deux foyers différents. Donc, il y a eu des règlements avec les ARS et tout, ça a été compliqué. Donc, par rapport au questionnaire, très rapidement, un peu comme certains, ça nous a servi de guide, tout en s'interrogeant fortement sur les mots, puisqu'on avait des niveaux de compréhension très différents dans le groupe et qu'on a besoin de temps non seulement pour comprendre le mot, mais aussi pour l'expression, puisque nous avons des participants qui ont des difficultés de communication, qui fait qu'ils parlent avec des pictogrammes qui sont dans un classeur que quelqu'un doit manipuler, ce qui demande aussi beaucoup de temps, mais ce qui nous apprend à attendre aussi et à nous taire par ailleurs. Donc, c'est pas mal. Nous avons aussi mixé un petit peu les publics, si j'ose dire, puisque nous avons fini par parler donc de logement, d'autonomie dans le logement, par exemple, avec une participante qui vit à domicile et qui a pu nous parler des contraintes, des obstacles qu'elle a rencontrés dans ce mode de vie, qu'on a pu comparer avec les obstacles qui sont rencontrés dans l'institution. Donc, on a fait un PowerPoint qui devait être présenté, mais là, je ne sais pas du tout où ça en est. Un PowerPoint qui a été fait par tout le monde. Et si aujourd'hui je suis toute seule ici, c'est que aussi toute organisation demande beaucoup de temps au niveau de l'institution pour pouvoir caler des heures, installer les gens, préparer des tierces personnes pour les aider, etc. Et qu'il faut s'y prendre très à l'avance. On n'a aucune marge de manœuvre en termes de spontanéité. Donc voilà, c'est pour ça que je suis toute seule, mais que ce PowerPoint qui devait être passé, si j'avais bien compris, était le fruit de la participation de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde était représenté dans le PowerPoint, et là, je me sens un peu seule. Voilà, je suis prête à répondre. Est-ce que tu veux le montrer demain, maintenant? Non, demain, c'est le film qui est prévu, si je ne m'abuse. Alors, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu quelques diapos du PowerPoint? Oh, oui, là, ça va être compliqué, je ne l'ai pas préparé. D'accord, alors. Parce que je pensais que c'était vous qui deviez passer les partages d'écran, en fait, au départ. Mais bon, après, oui, c'est compliqué, hein, je conçois. Hein. Parce que là, je ne pense pas l'avoir sur cet ordinateur-là. Si vous me laissez 2 minutes. Je te propose peut-être, Chantal, on va passer la parole au groupe d'Advocacy Paris, et puis je vais rechercher aussi le diaporama. Ah, je vais le chercher autrement aussi. Hein. OK. OK.
Alors, je passe la parole à Hélène du groupe Advocacy Paris et puis Nicole. Nous sommes trois, nous arrivons depuis quelques temps, aujourd'hui, un peu de quelques péripéties. Bon, bénévole, un simple bénévole d'advocacy. Et actuellement, on fait Pair Advocacy, enfin, on en est au début. Bon, c'est sur des sujets douloureux de personnes qui ont pris dans la les yeux ouvrent, il y a toutes les variantes. Je veux dire, bon, on va présenter demain vers 16 h ou un peu plus après un sujet sur Blandine qui est adhérente d'Advocacy Paris dans le 19e arrondissement. On va développer ce qui s'est passé pour elle sur une hospitalisation avec une assistante sociale qui n'a pas fait tout à fait son métier. Donc, alors, on va vous présenter ça demain après-midi. Et là, vous pourrez poser des tas et des tas de questions, comme vous voulez, sur Blandine, sur son parcours de vie, pas un parcours, son parcours où elle a eu des épreuves, là, je passe la parole à Hélène, si elle veut dire quelque chose. Je suis très adhérente à Advocacy. Je suis suite à un problème d'effet secondaire de médicaments et puis un peu comme Blandine, non pris en compte à l'époque, avec ensuite rupture d'ordonnance et puis mesures de contrainte qui n'étaient pas forcément utiles. Enfin, c'est l'engrenage qui peut arriver en psychiatrie et c'est dommage parce que vraiment, c'est un vrai engrenage. Mais bon, on pourra expliquer ça plus en détail. Et Blandine aussi, c'est un engrenage de dégâts des eaux dans l'appartement qui a mené lieu au vidage du logement et curatelle aussi. Et après ça, c'est tellement difficile d'en ressortir, de redevenir indépendant. C'est très lourd, c'est vraiment trop lourd et c'est pas assez souple. Il faudrait assouplir. Voilà, si on pouvait agir, assouplir et avoir des secondes chances, de retour en arrière, où on était autonome et indépendant. Actif ou pas, mais moi j'étais bénévole des années et c'est aussi valable que de travailler non qualifié dur. C'est aussi intéressant, aussi enrichissant, on n'est pas seul, surtout à Paris, le Grand Lyon aussi, une grande ville offre des possibilités, peut-être une petite n'offre pas, sauf la proximité, peut-être la connaissance des gens en petite ville, dans les provinces, mais à Paris, c'est géant. Pour expliquer, bonjour, pour expliquer à ceux qui ont suivi des ateliers pour nous que, en fait, le déroulement de ces ateliers sur les deux dernières années ont été un peu caricats, évidemment, en pointillés comme pour tout le monde, mais que c'est l'histoire de Blandine qui a été marquante, hein, parce que Blandine s'est proposée elle-même d'être facilitateur chercheur et d'assurer en fait le relais dans le binôme de facilitateur chercheur. Mais Blandine, dans la réalité de beaucoup d'entre nous, comme vous le savez si bien, c'est qu'on vit avec des hauts et des bas, des personnes qui viennent pendant une période et qui après disparaissent et qui reviennent. Et Blandine, c'est passé pour elle et elle est revenue et elle a raconté son histoire un peu plus tranquillement. C'était quand même la deuxième thématique sur le logement. Et après cette histoire-là, en fait, on a plus de nouvelles de Blandine qui avait quelques fracas.
Mais dernièrement, en fait, au début d'année, Gandhi s'était hospitalisée et ça n'était absolument pas facile pour elle d'assurer, mais on a pris ces nouvelles régulièrement. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps de l'hôpital, mais elle est encore toute chamboulée par son traitement qui est un peu rude. Voilà. Mais on s'est beaucoup interrogé sur cette posture de facilitateur chercheur. Mais ce qui était important pour nous, c'est que c'était toujours spontané et que les comptes rendus qu'on se faisait, c'était aussi pour reprendre les mots des uns et des autres, enfin, de s'interpeller sur ce que les uns et les autres vers quel type qui s'appelait nous mener. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous. Et on voit que effectivement les conditions de la participation sont vraiment à prendre avec beaucoup d'attention et de précaution. Chantal, est-ce que c'est bon pour le diaporama sur quelques petites minutes? Oui. Alors, comment je fais? Voilà, ça va là? OK. Donc, voici les participants. Vous le voyez, le diaporama? Oui. Donc, on a Guillaume et Xavier qui ne parlent pas sans classeur. On a Gaël et Diane qui ont respectivement, lui, vit avec un spectre d'autisme et elle avec une déficience intellectuelle. Aïssa, un frère en institution. Et puis, on a les facilitatrices de communication qui sont là. Voilà. Celle-ci pour tenir le classeur et redire ce que les gens veulent. Et celle-ci pour reformuler, faciliter, remettre un langage plus facile à comprendre selon les personnes. Et Sophie, qui habite dans son domicile privé. Le trinôme, donc Marc, moi-même et Guillaume. Et nous avons une réalisatrice parce que Liberté Handicap Temps 3 donc, a participé à la première phase de Cap Droit en partie et a souhaité continuer ce travail et on a décidé de faire un film documentaire collaboratif avec donc une réalisatrice et avec de nouvelles personnes qui sont venues travailler autour de Cap Droit et en même temps de ce film qui est en lien direct. Bon, ça c'est la communication avec les là c'est le nombre de réunions. On a des réunions aussi contraintes donc par le fonctionnement des établissements et de celui qui nous reçoit notamment, ainsi que par le fonctionnement dû donc au règlement et à la vie quotidienne qui est scandée par les soins à donner aux personnes. Donc, on a aussi travaillé par mail. On s'est adapté, on a fait de la visio, mais pas tout le monde, parce que certains ne supportent pas de faire de la visio. Après, on s'est servi de questionnaire, ça nous a servi de guide, de base de discussion, en fait. Donc voilà, c'est être majeur, ce sont les premières réflexions. Pour Gaël, je ne sais pas, et puis si, quand on devient majeur, bon, j'ai appris à voter. Guillaume, qui revient toujours à cet aspect affectif de sa vie, dit c'est aimer et voter. Et Sophie dit c'est décider, bouger comme on veut, être autonome. Sophie a fait des études supérieures, donc elle est plus facile pour parler les mots, c'est plus facile pour elle. Guillaume et Xavier n'ont jamais eu le choix de leur lieu de vie, donc on a parlé de ça, mais en même temps, ils n'aimeraient pas vivre ailleurs parce qu'ils mettent en avant la sécurité de leur santé. Après, on peut explorer, savoir s'ils disent ça parce qu'on leur a dit et qu'on leur a toujours dit, ou voilà, ou s'ils ont peur, en fait, voilà. Sophie dit qu'elle a beaucoup souffert quand elle a vécu en institution. Voilà, le choix des lieux de vie, on leur a pas donné. Le choix de changer d'établissement, on le donne pas non plus à Gaël qui voudrait. Et on leur a demandé s'ils voudraient changer et vivre quand même dans une institution en rêvant un petit peu. Et Guillaume a dit peut-être avec mon amoureuse, puisqu'il est toujours branché avec l'amour. Gaël ne savait pas trop. Lui, il veut des amis, c'est tout. Et Diane dit qu'elle a besoin des professionnels. Et Diane, elle est toujours en train de demander l'autorisation de parler. Et quand elle parle, elle le regarde elle va chercher l'accord de la personne qui l'accompagne. Donc, on avait prévu de les rencontrer 100 personnes, tous, mais on n'a pas pu avec la situation sanitaire. Et puis, elle a été hospitalisée parce qu'elle a beaucoup souffert pendant le Covid. Elle est sous neuroleptique maintenant,
c'est un peu repoussé à je ne sais pas quand. Donc voilà, on a parlé de la difficulté de faire des choix, on a parlé à domicile. Donc, faire des choix à domicile, ben, c'est difficile parce qu'il faut gérer le personnel. Un personnel qui n'est pas toujours bien formé ou qui n'est pas toujours très, comment dire, respectueux des droits des personnes. Bon, à cause de tout un tas de choses. Bon, je ne vais pas détailler puisqu'il n'y a pas le temps de le faire, mais c'est toujours pareil, même à domicile. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas plus de liberté à domicile, même s'il y a plus de liberté parce qu'il n'y a pas de fonctionnement collectif, mais il y a des obligations. Toujours prévenir très à l'avance. On ne sait jamais qui va venir aider, et parfois ils ne savent pas comment aider, et parfois il n'y a pas de professionnel à domicile en quantité suffisante, et on peut être au lit à 20 heures. Donc c'est vrai que ce sont des choix qui ne sont pas fait par la personne, mais par le fonctionnement et l'organisation du service. Voilà, sur la vie affective et intime, on y est revenu. C'est difficile aussi bien à domicile que dans un établissement. Les horaires, c'est pareil, c'est compliqué. Être vulnérable, alors là, c'est pareil, c'est un mot compliqué. Diane ne sait pas. Et il y a eu un grand blanc, donc on a essayé de cerner un petit peu et on a parlé de personnes fragiles et Diane a dit oui, peau fragile, la personne fragile est une personne sensible. Et Gaëlle a rebondi là-dessus, voilà, en disant que son corps était difficile et que voilà, dans son corps, il est un peu dans ses pensées, que ses moyens, des fois, il pense à la mort. Et pour lui, sa vulnérabilité, apparemment, à cet instant-là, se situait là. Et Guillaume a fait la réflexion de savoir comment faire pour exister, pour le coup. Voilà, donc après c'est un dialogue, hein. Bonne question, je ne sais pas, tout dépend de qui dirige, tout peut être possible ou impossible, ça dépend de l'humanité des gens. Et on a vraiment discuté sur le fait que la vulnérabilité, c'est quelque chose, c'est un état dans lequel on nous met, dans lequel notre environnement nous met. Voilà. Voilà, c'est manquer de sécurité, c'est dépendre de n'importe qui, c'est ne pas avoir le choix de qui s'occupe de nous. Voilà. Et finalement, la vulnérabilité, c'est ne plus avoir la capacité de décider. On s'était mis d'accord là-dessus. Pour Guillaume, la vulnérabilité, c'est dépendre des autres pour faire et pour s'aimer. Voilà. Guillaume ne se sent pas vulnérable. Ce sont les autres qui me rendent vulnérable. Il a vraiment compris ça et fait partager ça. Et il a ajouté que la vulnérabilité, c'est un état d'esprit. Voilà. Enfin, en tout cas, tout le monde était contre le fait de dire qu'ils étaient vulnérables. On les rend vulnérables, mais ils ne le sont pas par leur handicap. Voilà. On a essayé de cerner les droits les plus importants. Dans l'ordre, il y avait l'accessibilité qui peut s'exercer ou pas, la vie affective et sexuelle qui ne peut pas s'exercer, c'est ce qu'ils ont dit, et le droit de vote. Voilà. Le droit le plus important, la liberté d'aimer et de s'aimer pour Xavier et Guillaume, qui sont en institution. Et pour Sophie, c'est le droit d'être. Bon, je vais m'arrêter là, ça vous donne une idée un petit peu de quoi nous avons travaillé. C'est passionnant, c'est extrêmement complexe, pas qu'à cause de la situation, mais à cause de toutes les lourdeurs réglementaires qui empêche une certaine liberté et puis un peu d'improvisation. Voilà. Merci beaucoup, Chantal. C'est très, très intense, très dense. Je crois qu'il y a David qui veut réagir. Oui. Petite information pour vous et pour tous les groupes chez Cap Droit. Depuis l'année dernière, il y a une loi qui a modifié le fait qu'on peut voter même sous curatelle et même sous tutelle. Donc, vous pouvez aller voter et vous inscrire. C'est un droit qui a été inscrit au niveau de la loi et ça a été modifié au niveau amendement il n'y a pas longtemps. Je vous dis, pour regarder sur le texte de loi, vous pouvez vous inscrire pour aller voter. Oui, oui. Voilà. Oui, alors, pour vous tous, hein. Oui, je sais. Ils sont inscrits, ils vont voter, mais pour eux, ça reste un droit important parce que je crois que c'est un des premiers droits qu'ils ont eu officiellement, quoi. Voilà. J'en profite pour vous annoncer l'arrivée de Cyril Desjeux, qui est un spécialiste de cette question de rendre accessible le vote. Il a écrit un ouvrage, on parlera sans doute tout à l'heure. Mais voilà, on salue Cyril. Peut-être, Étienne, un dernier mot. Peut-être vous demandez aussi, entre guillemets, les chercheurs académiques présents dans la salle, si vous avez envie de réagir avant qu'on aille prendre une pause bien méritée, les chercheurs académiques ou autres personnes, on vous a un peu moins entendu. Voilà, Étienne.
Bonjour madame, moi je m'appelle Étienne Trejour, je suis là effectivement sur une équipe Trejour. Enfin, je suis évolué sur un thème du éducatif qui est la formation de aidant. Je trouve essentiel de défendre le droit de l'aimer. Le droit de l'aimer, c'est un truc ça me touche, ça m'a beaucoup touché ce qu'il a dit par rapport à, j'ai pas retenu son prénom, mais Guillaume, oui. Guillaume, c'est essentiel, le droit à la libido, le droit d'aimer, le droit de, c'est essentiel. Ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait plus qu'on soit humain, ce qui nous fait humain, je pense, hein, mais c'est pas que pour moi ou que pour Guillaume, c'est pour Oui, tout à fait, c'est une liberté fondamentale. Mais en institution ou quand on est dépendant, c'est quelque chose qui est difficile. Nicolas, c'est-à-dire, premièrement, pour vous, quand vous disiez, pour répondre aussi à une des questions de quelqu'un ici, en disant qu'il y a tout de même il y a 2 tiers des gens pour lesquels qui appellent, qui effectivement n'ont pas de. Il reste un tiers. Je veux savoir, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'il se dit avec les gens qui ont un tiers, hein, voilà. La deuxième, c'est une réaction à chaud à propos de advocatie, à savoir, vous avez dit à la fin, oui, vous avez dit à la fin, non, malheureusement, elle a été hospitalisée. Moi, je pense qu'il y a peut-être ira mieux quand les gens diront heureusement. C'est-à-dire, le mal est là, c'est-à-dire que quand vous avez une grosse tumeur, et après vous allez dire heureusement, on lui a enlevé cette tumeur. Alors, cette tumeur, elle reviendra. Mais je veux dire que peut-être ça ira mieux quand on aura son tumeur. On apprend, on est bien loin. Merci beaucoup. Nicole, Claire, Nicole. Pardon, je l'ai dit à juste titre, mais vous vous rendez compte demain en regardant la vidéo sur les conditions précises dans lesquelles Blandine se retrouve en psychiatrie, et surtout quand ça devient un cycle permanent qui dure des années et des années pour certains psychiatrisés, hein, bien entendu, qui sont entretenus. Donc, chaque fois que je vois quelqu'un qui est en psychiatrie depuis très longtemps, qui retombe après avoir fait des efforts et qui dit qu'ils ne se sont pas aidés par la psychiatrie, moi, je veux bien entendre cette parole et je ne peux pas dire heureusement que la psychiatrie a aidé. On fait une pause. Merci beaucoup Chantal, merci beaucoup à tous ceux qui étaient à distance. En fait, on fait une sans transition parce qu'on remonte en 410 pour permettre de faire le symposium